pour entre autres faire de la veille technologique et mettre en place les futures lignes de développement de la Banque de France. Et entre autres, dans les lignes de développement qui ont été analysées, on a analysé sur AngularJS. Donc ça a été une des raisons pour laquelle j'ai pas mal bossé sur le sujet, essayé de voir si il y avait de l'intérêt à le faire ou finalement ne pas le faire. Donc ça, c'est un peu ça qui m'a poussé à faire cette soirée et pour pouvoir redonner les analyses qu'il y a eu. Donc par rapport au programme de la soirée, on va commencer par voir un peu les raisons qui ont poussé l'équipe Angular à faire cette version numéro 2 qui fait un peu peur à pas mal de personnes dans la communauté. On va ensuite commencer à voir les principales nouveautés qui sont prévues à être apportées avec cette version. On va ensuite s'attarder un peu sur qu'est-ce qui fait peur à la communauté et comment est-ce que, pour quelles raisons est-ce qu'on peut continuer d'avoir peur ou finalement c'est pas si grave que ça. Et enfin, en dernière partie, quelques tips pour préparer cette migration vers Angular JS2 pour ceux qui désireraient le faire. Donc, avant de commencer pour le début de la presse, ça serait pour savoir un peu parmi vous, pour situer un petit peu le public, qui a déjà fait du AngularJS déjà en mission et qui est complètement novice sur l'Angular. D'accord. Ouais, du coup, voilà, c'est pour savoir à peu près à quel niveau je vais adapter ma présentation sur le tout. Donc pour l'instant, on est à peu près à du 60-40 avec 40% de ceux qui connaissent. Ça marche. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a cette refonte qui est prévue? Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, AngularJS, ça a été fait plus comme un outil par des personnes à Google pour les aider eux-mêmes à faire leur développement. Donc c'était pas du tout axé à tiens, on va proposer un framework pour tout le monde. Non, non. C'est d'abord, tiens, on a besoin de faciliter notre travail en JavaScript. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là comme ça qu'ils ont commencé à monter AngularJS. Ils l'ont fait en mode open source et avec n'importe qui peut participer, qui est un peu dans l'esprit Google dernièrement. Et du coup, il y a eu tout cet engouement derrière AngularJS par rapport à plein de personnes qui sont greffées. Ça a évolué petit à petit. Et à un moment, on s'est retrouvé avec un framework qui était à la base fait pour plus des petites applications, des trucs pour aider, vers quelque chose qui était beaucoup plus utilisé vers des grosses applications, là où il n'était pas forcément le plus performant. Et où du coup, on commençait à arriver sur c'est un peu les limites du framework. Et c'est là qu'ils se sont posés à se dire, tiens, va peut-être falloir qu'on qu'on se pose un moment et repartir sur des bonnes bases pour justement pouvoir gérer tous ces problèmes. Donc, en premier élément qu'ils ont voulu améliorer, c'est les performances. Donc, pour voir ça, ils ont tout d'abord fait un truc tout bête, ils ont fait une application test qu'ils ont appelée la baseline. En fait, cette application, elle est faite en pur JavaScript, codé au plus optimisé possible. Donc, on pourrait dire, ah bah tiens, c'est nickel, finalement. Il y a moyen de faire du JavaScript très bien, qui est très fonctionnel, marche sans problème et qui est très performant. Le problème, c'est qu'en même temps, c'est pas un code qu'on aimerait relire tous les jours, qui est très difficile à maintenir, très difficile à évoluer. Et on sait très bien que sur un vrai projet, c'est pas viable, sur un projet d'envergure, de faire du code comme ça. D'où l'utilisation en général des frameworks qui permettent un peu de nous organiser. Donc, rapport à ça, ils ont pu confronter ce que faisait l'actuel framework Angular 3 sur leur performance et comparer sur leur première version bêta de Angular 2, qu'est-ce que ça donnait. Est-ce que ça donnait une amélioration, enfin, est-ce qu'il vraiment ça apportait son intérêt ou pas. Et là, du coup, on peut voir déjà l'avantage qu'a priori va apporter Angular 2 sur les performances. Un autre élément, là, c'est sur le scroll continu. Pareil, en comparaison entre Angular 1 et Angular 2, on voit clairement que l'Angular 2 est beaucoup plus performant sur le scroll en continu. Encore plus qu'en plus, c'est des données constantes, où là, il n'y a quasiment pas de perte en mémoire. Deuxième élément important pour lequel ils ont voulu faire cet Angular 2, c'était pour améliorer l'internationalisation.
Il faut voir qu'on est quand même dans un monde qui est de plus en plus avec des entreprises ouvertes sur différents continents, sur différents pays. Et pour eux, ne traiter que l'anglais, c'est pas forcément, c'est très bien, ça couvre pas mal d'endroits, mais c'est pas suffisant. Encore plus pour nous en France, ne traiter que les applications en français, c'est un peu limité. Donc tout l'intérêt de cette internalisation pour pouvoir gérer la façon dont on représente la virgule ou le point sur des décimaux, enfin tout plein de choses toutes bêtes finalement, mais qui font la différence sur une application professionnelle destinée à du public. Troisième élément, la testabilité. Parce que bien sûr, il existe actuellement sur Angular 1 pas mal d'outils comme Karma, comme Jasmine et autres qui permettent actuellement de tester, mais c'est pas forcément le plus simple actuellement de tester du web. Du coup, un des gros défis de cette nouvelle version d'Angular, c'était d'être bien mieux testable. Autre élément, le fait d'être beaucoup plus orienté modulaire. Donc, on voyé déjà avec Angular 1 la notion des modules et plus ou moins axé justement avec cette notion de modularité, mais c'était pas en ligne directrice quand ils l'ont sorti. Même si là maintenant avec le 1.3 ça fait partie des designs recommandés, à l'époque il n'y avait pas forcément. On regarde d'ailleurs la plupart des tutoriels, les dossiers sont organisés en script, template HTML, ressources CSS, chacun dans leur dossier, et qui est clairement pas orienté module. Là où maintenant on est bien plus orienté côté fonctionnel, avec un dossier par exemple rétroprojecteur, un dossier salle, et qui vont chacun posséder leur propre JavaScript, leur propre HTML, leur propre CSS, et pouvoir être indépendant, être proposé à tous endroits, et voilà. Un peu comme ce qu'on utilise en fait en Angular. Un autre élément très important, c'est la courbe d'apprentissage. Alors il faut savoir qu'actuellement, ce qui s'est passé souvent sur du Angular, ça ressemble à ça. C'est-à-dire on commence l'Angular, tu fais ah c'est génial, je comprends tout, ça m'offre plein de possibilités, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose où on bloque, et là c'est la galère. Et puis à un moment on arrive à comprendre le pourquoi, et ça repart à nouveau, ah c'est génial, mais il y a toujours ce niveau, on va tomber sur quelque chose, et mince ça n'a pas été fait comme il faut attendre que soit une évolution que dans l'équipe Google il la mette à disposition, soit qu'il y ait un contributeur qui fait un module spécifique, et donc ouvert à tout le monde, fait ah tiens c'est bon, il y a telle personne qui l'a fait, mais en attendant il y a toujours ce moment où on dit mince pourquoi est-ce que j'ai pris Angular alors que finalement je me trouve bloqué. Donc il y avait cette idée de dire tiens on va faire quelque chose qui est bien plus facile à apprendre et améliorer la courbe d'apprentissage sur le produit. Dernier élément, c'est orienté vers le futur. Il faut savoir que Angular est orienté sur ECMAScript 6, qui est en fait la mouture sur laquelle les futurs navigateurs web vont être montés. Et donc ils sont vraiment orientés à dire on va pas développer Angular 2 pour maintenant, on va le développer pour le futur. C'est d'ailleurs ce qui a fait pas mal de craintes dans la communauté actuelle en disant ouais mais vous le faites pas pour maintenant, donc nos applications, qu'est-ce qui va se passer? On verra plus tard. Voilà. Mais l'idée vraiment c'est de se dire on s'oriente vers le futur, on arrête de rester collé dans le passé. On a vu ce que ça donnait chez des concurrents, par exemple, tout le monde adore IE en entreprise, même si maintenant ils vont le refondre, il y a plusieurs évolutions, mais pendant longtemps, IE était la bête noire sur la notion de dire bah tiens, faut quand même garder le passé, on est quand même ancré. Ils n'ont pas voulu tomber dans ce piège-là. C'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont fait cette refonte. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce que c'est à peu près clair? Le temps que je... Parfait. Donc, là, première partie, on va aborder un peu les nouveautés. Alors, je ne sais pas si certains avaient suivi un peu ce qui s'était passé il y a quasiment, il y a un an en fait, avec la NGConf il y a un an, où ils avaient parlé de la sortie de ATScript, qui devait être une surcouche de TypeScript. TypeScript qui est un outil de Microsoft pour générer du JavaScript. Et l'idée, eux, c'est que cet outil n'était pas suffisant par rapport à leurs besoins. Ils avaient envie de l'améliorer. Et du coup, à l'époque, il y a à peu près un an de ça, ici on avait marqué TypeScript, ici on avait marqué ATScript.
Entre-temps, il s'est passé que ils se sont consultés pour dire tiens, comment est-ce qu'on va implémenter cet AT-script, comment est-ce qu'on va le former. Ils sont allés se renseigner auprès de Google, dans les équipes d'Art, auprès de Facebook qui prévoyaient aussi de faire leur JavaScript. Et il y a aussi Microsoft qui est venu les contacter et dire ah, c'est bien parce qu'on a vu ce que vous faisiez et finalement ça correspond aussi à nos orientations par rapport à TypeScript, de ce qu'on aimerait aussi le faire évoluer vers l'avenir. Et finalement, plutôt que de faire chacun de leur côté leur outil, ils se sont dit autant réunir les ressources. Et c'est la raison pour laquelle finalement la partie Angular de Google s'est associée à Microsoft pour leur donner un peu les idées, leur donner leurs besoins. Et c'est Microsoft qui a simplement fait évoluer son TypeScript qu'ils avaient déjà prévu en prenant en compte les avis Google. Donc encore plus simple, finalement, on va vers une question d'unification du web par rapport à ça. Alors pour ceux qui auraient envie de voir à quoi ressemble un peu du TypeScript, donc là c'est un exemple de Hello World, où on voit le HTML en haut et la partie TypeScript juste en dessous. Où là du coup on voit tout de suite la notion des classes. On se retrouve avec des constructeurs, on se retrouve avec des méthodes, et on se retrouve avec un environnement beaucoup plus conventionnel pour ceux qui sont habitués soit du Java, soit du .NET en programmation, que le JavaScript habituel, qui est pas forcément qui est structuré seulement si le développeur le veut bien. S'il le veut pas, il peut faire comme il veut. Après, pareil, là, l'utilisation de TypeScript, il n'y a rien d'obligatoire. C'est une option. Il y aura la possibilité d'écrire en TypeScript qui sera transformé en AngularJS, ou tout simplement d'écrire directement en AngularJS. Là, après, ça sera finalement aux équipes qui l'utilisent de décider vers quoi on s'oriente. Est-ce qu'on s'oriente à faire finalement apprendre du TypeScript? Est-ce qu'on continue à faire directement en format JavaScript AngularJS? Ça, c'est à la liberté finalement des entreprises, des équipes, de ce qu'ils veulent faire. Autre évolution, c'est sur les injections de dépendance. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec la notion d'injection de dépendance. Si je devais faire un peu une métaphore, c'est vous prenez une entreprise, il y a un poste à pourvoir, et plutôt que d'utiliser quelque chose qui est forcément lié à l'entreprise, on sait juste qu'il y a on sait juste ce que va faire cette fonction-là, et on va injecter, par exemple, un prestataire à cette fonction. C'est vraiment, on n'a pas défini de base quelle était la personne qui avait à ce poste, on a juste défini ce que devait faire ce poste. Et après, soit on peut faire monter à l'interne, soit on peut mettre un prestataire. Il y a différentes possibilités par à ça. Et du coup, en développement, l'intérêt le même, c'est qu'on peut du coup utiliser, on dispose d'une interface sur laquelle et du coup on attend un élément spécifique. Et soit ça sera notre outil de test, soit ça sera notre outil de prod, soit si on fait évoluer notre outil de base de données par exemple, on pourra l'injecter. On est complètement indépendant par rapport à ça. Donc il faut savoir que cette injection de dépendance existait déjà sur Angular 1. Et par exemple, là on avait l'écriture d'un contrôleur au tout début d'Angular, où on écrivait tout simplement contrôleur, ça fait partie des composantes d'Angular, juste pour information, ceux qui ne connaissent pas forcément. Où là, on avait la description de la fonction contrôleur, mais où on avait un problème dans le cas de la minification de code, pour l'alléger du coup, qui du coup changeait les noms des paramètres et on se retrouvait avec du code qui ne marchait plus. Ce qui a obligé on va dire, solution un peu patch secours, où on répétait nos différents paramètres sous forme de chaîne de caractères, et ces formes de chaîne de caractères qui, elles, ne seraient pas modifiées par la minification. Donc ça marche très bien comme ça. Le problème, ça reste quand même un peu une rustine qu'on a fait. Et le but d'Angular 2, justement sur cette injection de dépendance, c'est de ne plus avoir cette rustine à faire. En plus de ça, il y a aussi la notion de l'injection de dépendance au niveau des enfants, des éléments. Voilà, ils ont poussé beaucoup plus loin que ce qu'elle est actuellement. Une autre nouveauté, c'est le dynamic loading. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je disais qu'Angular 2 se basait sur ECMAScript 6. Et chose très bien pour Google, c'est que pour ça, ils n'ont absolument rien eu à faire. C'est que c'est déjà intégré dans ECMAScript 6. Donc, c'est quelque chose qui est très pratique et ils n'ont pas eu à coder pour ça.
c'est lié directement finalement à ce qu'on disait, s'orienter vers le futur, pas rester avec les émetteurs actuels sur du ECMAScript 5, mais s'orienter vers les nouveaux, avec leurs nouvelles fonctionnalités. On a aussi de nouveaux types de directives. Alors, sachant actuellement, on a un type de directive qui permet de... Alors, voilà, là, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, par exemple, actuellement, si vous écrivez du HTML, vous allez, par exemple, déclarer une div, et dans laquelle vous allez faire différentes choses. Là, l'idée en Angular, c'est de créer... Oui. Non, je disais actuellement, en HTML, c'est un exemple tout simple, sans parler d'Angular, où on a une div, ou alors on a un paragraphe, on a un titre, on écrit tout simplement div, on va mettre ce qu'il y a dedans. L'idée quand on crée en Angular, c'est de créer soi-même ses composants HTML. Et là, on va par exemple créer un composant rétroprojecteur, et où on va ouvrir notre bracket, mettre rétroprojecteur et avoir ses propriétés. Et du coup, c'est vraiment directement un composant qu'on a, on n'est plus obligé et qui est réutilisable. C'est l'idée des directives. Voilà, en très résumé. Actuellement, il n'y avait qu'un seul type de directive, sachant que certaines obligent changent le HTML, certaines sont juste un peu plus des outils pour faire par exemple des répétitions ou différentes choses comme ça. Là, l'intérêt, c'était de vraiment découper en différents types de directives, car certaines ont besoin d'être recompilées et d'autres pas. Et du coup, au niveau performance, ça impacte. Donc, une des premières directives, c'est la directive component. Où là, l'idée, alors là, c'est un exemple pour ce que pourrait être le composant ou qui serait un contrôleur d'onglet. Sachant que voilà, c'est un exemple, c'est rien de vrai c'est pas forcément comme ça que ce sera en Angular 2, étant donné qu'il est encore en mode d'écriture. C'est ce que c'était pendant un temps, c'est une proposition où on déclarerait à notre composant qui s'appellerait un tab conteneur, ce qui donnerait ensuite en HTML qu'on ouvrirait notre inférieur, on mettrait tab conteneur, on lui donnerait ses propriétés, on le fermerait et on aurait directement notre élément. On sait que c'est un élément qui sera répétitif, qu'on pourra instancier en mode plusieurs fois. Et là, du coup, après, on définit sa classe avec ses différents panels. Et lui qui embarquera du coup ces différentes CSS. Autre élément, la directive Decorator. Là, un exemple de la directive Decorator, c'est pour ceux qui connaissent en Angular 1, il y a ce qu'on appelle le ngShow, sur lequel on peut lui passer true ou false, et finalement notre élément, en fonction du paramètre qu'on a passé, va soit être caché, soit être montré. L'idée, c'est que là, on passe sur c'est un équivalent de la directive, sur comment est-ce que cette directive pourrait être écrite en fait. Donc c'est pas le vrai code en tant que tel, mais c'est l'idée. Où on a du coup notre nom de directive, on a les éléments de binding, on a les éléments qui sont observés, et en fonction de si jamais lui, avec le pattern observateur, il est modifié, on appelle la méthode interne de changement de value et on fait un display block, un display none. Donc voilà, c'est clairement pas comme ça que ça marche pour de vrai cette directive, mais le principe est le même. La dernière directive, c'est la directive template, où là par exemple sur le ngShow avant, où on avait vraiment le composant qui était présent et soit il était montré, soit il était caché. Ici, par exemple sur un ngIf, soit il existe, soit il n'existe pas. Et voilà, après c'est différents éléments qui permettent d'accéder à différents services et d'interagir différemment. Je pense en bruit. Très grosse nouveauté aussi, c'est une refonte de la syntaxe actuelle. Alors, pour le coup, par exemple, lors du binding en Angular 1, on avait plusieurs possibilités pour attribuer un titre à un composant. Soit on passait directement en mode littéral le titre, soit on lui passait une expression qui l'interprétait, soit on avait les brackets d'interpolation
qui faisait le binding. En Angular 2, ils ont refondu pour dire soit on passe directement sur le titre, le littéral, soit on va définir qu'on va accéder à la propriété titre et dans lequel on va mettre une expression. Les brackets, l'interpolation est toujours possible, mais ils sont partis sur l'idée que c'est pas obligatoire en tant que tel. Donc l'idée par rapport à ça, c'est qu'on accède vraiment à la notion de propriété sur un composant, et on sait que quand on met nos crochets, c'est qu'on accède à une propriété. L'intérêt par rapport à ça, c'est que par exemple, il existe directement sur le web des propriétés, par exemple de hidden sur les composants, et du coup, nos anciennes directives qui existaient avant, le ng-show par exemple, il n'y en a plus besoin. Le ng-bind n'a plus besoin. Il y a plein de directives actuelles d'Angular qu'on peut mettre à la poubelle parce qu'elles sont plus utiles. Il n'y en a plus besoin de passer par elles pour directement accéder à des propriétés des composants avant que c'était pas forcément évident. Voilà, comme autre exemple, comme je disais sur le ng-hide, on peut directement passer sur la propriété hidden des divs pour lui passer une expression et l'évaluer. Autre élément, le binding d'événements. Parce qu'un problème qui se posait en Angular 1, c'est que sur notre première partie, c'est qu'on avait un élément select où on bindait finalement un événement, mais c'était pas forcément identifiable que c'était ça qu'on voulait faire. Là où en Angular 2, on voit la différence sur notre propriété select, qui pourrait dire est-ce que l'élément est sélectionné ou pas, et notre élément événement select, où là, on a vraiment défini qu'est-ce qui va être une propriété, qu'est-ce qui va être un événement, et on se pose plus la question de savoir, mince, à quoi sert cette propriété? J'ai récupéré du code fait par quelqu'un d'autre, je sais directement ce que fait ce code, je vais pas me poser la question, ah mince, par rapport à comment il a nommé, est-ce qu'il était en train d'accéder à une propriété, est-ce qu'il était en train de vouloir déclarer un événement? Il y a toujours ce doute, et dans la notion de, comme on disait tout à l'heure, d'améliorer la compréhension sur le code et la courbe d'apprentissage, ça en fait partie. Après, le choix des crochets, le choix des parenthèses, c'est voilà, ils ont étudié la chose, ils sont venus là-dessus. C'est encore autre chose, mais voilà, c'est vraiment l'idée de dire, je distingue les deux. Autre élément, le référence binding. À savoir que par exemple, avant, si jamais on voulait avec un bouton, quand on faisait au clic, mettre le focus sur l'input qui était après, le principe en Angular, c'était pas spécialement de passer par les ID, du coup, ça a obligé à se créer une directive spécifique pour gérer ce cas. L'idée en Angular 2, c'est qu'ils ont directement mis la notion de référence avec un dièse, et qui, sur la fonction click, notre élément input qui est déclaré ici, là, on y accède directement, qu'il soit loin dans la page ou à côté, c'est pas important. Il y a vraiment cette notion de référence et qui se fait de façon sans problème, sans avoir besoin de coder des lignes et des lignes par rapport à ça. Il y a aussi le fait que Angular est orienté web component. Ouais, j'en ai pas spécialement parlé tout à l'heure. C'est là où, quand je parlais de modularité, Angular 2 est vraiment orienté créer des web components. Du coup, qu'on puisse utiliser, réutiliser indépendamment les uns des autres. L'exemple en Angular 1 de comment est-ce qu'on aurait écrit, c'est un exemple faux, d'un composant Google YouTube avec un ID, un vidéo ID, un header, un ng-state pour voir son état. Finalement, quand on lit exactement ce qui est fait, c'est pas forcément évident à voir. La même écriture en Angular 2, on voit directement que l'ID CV, que la vidéo ID c'est une propriété, que le head est une priorité et que le state c'est un événement. Et pareil qu'il y a le clic qui est toujours visible et qui accède directement à l'élément. Autre élément, le routing. Alors il faut savoir que le routing existe déjà en Angular 1. Alors en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est là par exemple sur un index HTML très basique, on a un moment dans notre page un ngView sur lequel c'est là qu'on va charger notre
la page actuelle. Sur le principe de single page application, je ne sais pas si vous êtes tous à peu près à connaître voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on n'a pas plusieurs pages dans un site sur lequel on navigue entre les unes et les autres. On a une page dans laquelle on charge des éléments. Et là, on a du coup notre page index dans laquelle on va charger en fonction du routing, c'est-à-dire qui se retrouve dans l'URL. On va charger les éléments en décodant l'URL et qui sera injecté à ce niveau-là. Donc comme je disais, ça existe déjà en Angular 1. Le problème, c'est que c'était pas évident de gérer quand on voulait faire du routing imbriqué les uns dans les autres. Et quand on veut passer en mode componente, c'est très problématique. Donc il existait des contributeurs qui avaient fait une version améliorée du routage Angular, donc UI route pour ceux qui connaissent. Et là, du coup, l'idée, c'est en Angular 2 d'avoir directement le routing qui marche comme il faut. Alors maintenant, on va aborder la question, finalement, si on regarde la plupart des articles qui existent actuellement sur le web parlant d'Angular 2, toutes ces notions d'évolution, de nouveauté, on les voit. Mais en général, quand on regarde les commentaires qui y a en dessous, c'est là qu'elles se posent toutes les questions. Ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Nous, on a telle chose actuellement, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû prendre Angular? Est-ce qu'on va devoir tout arrêter? Est-ce qu'on va perdre de support? Qu'est-ce qui se passe? En fait, finalement, tu as énormément de personnes de la communauté qui ont peur. Et étant donné que la communauté est gigantesque par rapport à d'autres frameworks JavaScript, c'est pour ça que ça fait pas mal de buzz en même temps. Donc après, parmi vous, je ne sais pas s'il y en a qui se sont du coup déjà posé des questions. Voilà, à vous un peu 2 secondes la parole. Si par rapport à vos projets, vous êtes... Oui. Voilà. Donc là, ça fait partie des premières questions qui se posent. C'est en général, les gens n'ont pas juste utilisé Angular tout seul, ils ont utilisé les composants faits par d'autres personnes en disant ah tiens, ce petit truc il est pratique, on l'intègre à notre projet. Sauf que cette version-là, elle marche avec Angular. Souvent d'ailleurs, on a pas mal qui marchent avec Angular 1.2 qui sont pas forcément validés déjà avec Angular 1.3. Et il y a toujours la question, ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on fait si on va migrer, on va perdre celui-là sur lequel on est habitué. Voilà, c'est parti des questions. Donc on va y répondre un peu après. C'est juste que pour l'instant, je relève les questions sans y répondre. Donc est-ce qu'il y avait d'autres questions un peu, juste pour voir un peu par rapport à la salle? Ok, ça marche. Donc en général, un des premières alertes qui se posent, c'est côté mince, on vient de dépenser du budget pour former les gens à Angular, et là vous êtes en train de tout changer, tout remettre à plat. On va quand même pas réinvestir du budget, c'est n'importe quoi, on peut pas le faire. Ouais. Donc par rapport à ça, juste pour rassurer, Angular il change, mais pas tant que ça reste du JavaScript. Autant les gens qui connaissaient déjà JavaScript, quand ils sont passés sur du Angular, le gros pas qu'il y a eu à franchir, c'était le binding bidirectionnel, enfin plus la notion de MVVM par exemple. Mais à part ça, c'est resté du JavaScript. Si on connaissait déjà JavaScript, c'était pas trop compliqué. C'est le même principe en passant sur Angular 2. On a vu le changement de syntaxe. Finalement, c'est presque plus facile après à comprendre dès qu'on a compris cette syntaxe. Il n'y aura pas un gap de formation important par rapport à ça. Il y a aussi un gros doute sur l'abandon du support. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, vous partez sur du Angular 2. À l'époque, quand vous avez annoncé il y a 1 an de ça que vous faisiez Angular 2, il y a l'équipe qui s'en occupait qui a dit en gros, bah, pour l'instant, on fait du Angular 2, on s'occupe pas de la rétrocompatibilité, et on verra plus tard peut-être. Et ça fait partie des gros doutes, disant, ah mais mince, pourquoi? Parce que vraiment, leur idée c'était, on passe sur des bonnes bases pour Angular 2 et on verra plus tard. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que depuis le 18 mars, on est passé à la version 1.3.15 de Angular 1.3, là où pas mal d'entreprises sont encore toujours à la 1.2 par exemple, qu'il y a la 1.4 qui est en bêta,
avec entre autres, par exemple, dans l'1.4, il va arriver le routeur qui est prévu pour le 2 va déjà arriver dans l'1.4. Enfin, il y a pas mal d'évolutions qui sont prévues pour la 2 qui vont commencer à être intégrées dans dans 1.4. Pour cet automne, ils ont aussi prévu de faire la 1.5. Et là, c'est encore mieux par rapport à ce qui est prévu dedans. On va demander à la communauté ce qu'ils veulent. C'est un truc tout bête, ils ont énormément de possibilités à faire évoluer. Ils ont leur vision sur Angular 2. Et l'idée, c'est de dire, ils vont demander à la communauté, est-ce que vous voulez est-ce que vous êtes tombé sur des bugs, est-ce que vous voulez qu'on corrige ça, est-ce que vous voulez qu'on implémente telle nouvelle fonctionnalité. Donc vraiment pour dire, il y a une continuité dans l'Angular 1.x. Les gens ne sont pas abandonnés comme ça. Et en plus, au fur et à mesure des migrations, enfin des évolutions de Angular 1, on se rapproche du 2. Une autre question aussi concernait autant la rétrocompatibilité que les évolutions d'applications existantes. Oui, parce que finalement, on a déjà une application qui existe, on veut la faire évoluer, ou alors on veut faire une nouvelle application mais qu'utiliser une partie de l'ancienne. Comment est-ce qu'on fait? Parce que si c'est le framework est complètement différent en compatibilité, est-ce qu'on est obligé de rester sur l'ancien ou est-ce qu'on est obligé de tout migrer vers le nouveau? Ça fait partie des gros doutes au point de vue budgétaire, surtout quand c'est des petites applications, c'est facile. Quand c'est une très grosse application métier, le problème se pose et ça fait partie des risques pour lesquels en général, sur certaines DSI, on dit non, c'est pas bon. Rapport à ça, première solution, c'est la notion du Big Bang. C'est sur l'application, on s'arrête pendant un temps et là on met du budget pour migrer toute l'application en Angular 2. Et après, pas de souci, on peut continuer en Angular 2, il n'y a pas de problème. Autre solution, l'incrémental. C'est-à-dire qu'ils ont prévu deux choses possibles. Soit pouvoir pouvoir mettre des éléments Angular 2 dans une application Angular 1. C'est-à-dire que vous avez déjà une application qui est en Angular 1 qui existe. Pour le nouveau module que vous avez prévu de faire, la nouvelle page, ce que vous avez prévu de faire, vous pouvez l'écrire en Angular 2. Vous pouvez faire cohabiter du Angular 1 et du Angular 2 sur une même application. Autre élément possible, c'est vous avez votre ancienne application Angular 1 et finalement vous dites c'est plus mon conteneur que je vais d'abord migrer en Angular 2, histoire d'être propre. Je vais garder encore mes anciens modules Angular 1 comme ils sont. Mais par contre après je migrerai pareil, sur le niveau des évolutions je les mettrai en 2 et si à un moment j'ai du temps, celui-là je le migrerai. Voilà, c'est vraiment fait pour dire c'est à vous de choisir, vous pouvez choisir votre façon dans laquelle vous voulez passer à Angular 2 où il n'y a rien imposé. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape Big Bang. Il y a ce côté intermédiaire qui vous permet d'avoir une certaine cohabitation entre votre existant, qui marche très bien, et le nouveau. Donc je ne sais pas si ça répond à peu près à ta question du coup. Parfait. Donc là maintenant, on va essayer de voir quelques tips pour voir comment se préparer justement potentiellement à cette migration vers Angular 2. Parce que c'est bien beau de dire que finalement on pourra y aller petit à petit, morceau par morceau. Il y a aussi finalement comment ça s'y préparer rien que dans la psychologie, la façon de faire le code. Donc premier élément, passer en 1.3. C'est un truc tout bête, mais la philosophie qui est poussée dans l'1.3 est vraiment beaucoup plus structurée, modulaire et web componente que ce qu'on avait avant dans 1.2. Donc finalement, la première étape, plutôt que d'essayer de passer vers le 2, la première vraie marche, c'est passer en 1.3. Ceux qui sont déjà en 1.3, la marche pour le 2, il n'y a pas grand-chose finalement. La vraie marche est entre le 1.2 et le 1.3. Deuxième élément, oubliez vos contrôleurs. C'est-à-dire que les contrôleurs vont disparaître avec la version 2. Et l'idée, c'est plus d'écrire des directives. Donc avant, on avait, par exemple, sur du 1, l'écriture d'un contrôleur. Là où, après, en 2, on écrira plus des directives. La raison de ces directives, c'est que, comme je disais, on est orienté web component. Donc, qui dit web component dit un élément totalement séparé. Là où le contrôleur était pas forcément... déjà, actuellement, on peut faire l'un ou l'autre. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers ce côté web component. À savoir que
le contrôleur disparaît en tant que nom, mais il reste induit. Il y a toujours cette notion de contrôleur de façon implicite qui est dedans. C'est juste qu'on ne déclare plus un contrôleur et comme avant, on fait directement des directives. Deuxième élément, nettoyer les scopes. C'est-à-dire que le scope est aussi amené à disparaître. On va plus avoir besoin de faire un $scope point mon nom de propriété. L'idée, c'est de vraiment avoir directement accès à nos propriétés. Après, c'est logique, étant donné que, pareil, on est orienté web componente, donc on est forcément dans notre scope. Il n'y a pas de raison d'être dans un scope différent. Et soit les paramètres sont passés, chaque entité a son propre scope, et il n'y a plus besoin d'avoir ce $scope de répéter. Du coup, l'idée, c'est de commencer à les nettoyer, éviter d'utiliser les $scope point $ par an, les $scope point $on, si possible, tant qu'à faire. En autre élément important, potentiellement apprendre TypeScript. C'est pas une obligation en tant que telle, mais finalement, vu que Angular 2 pourrait être écrit directement en TypeScript 1.5, finalement, on pourrait se dire que plutôt que d'essayer d'apprendre Angular 1.2, Angular 1.3, peut-être le Angular 1.4, on peut directement commencer à apprendre le TypeScript, qui, lui, pourra se compiler à terme soit en ECMA 5, soit en ECMA 6, et donc on pourra faire à partir du TypeScript, surtout la 1.5, écrire de l'ancien du Angular 1.2 ou 1.3, ou réécrire du Angular 2, avec le même code. C'est aussi ça l'intérêt par rapport aussi en mode rétrocompatibilité. J'ai speedé, je crois. Donc, en conclusion, ce que je dirais qu'il y a vraiment à retenir par rapport à tout ça, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, qui avaient déjà entendu parler du débat qu'il y a eu pendant un temps pour savoir si Angular était un framework MVC ou un framework MVVM. Donc le MVC, Model View Controller, que la majorité des gens connaissent en général, et le MVVM, Model View Model, là qui est plus connu côté Windows avec entre autres WPF ou Windows Phone, et qui reprend vraiment cette notion de binding bidirectionnel. Et voilà, il y a eu un grand débat à l'époque dans la communauté, savoir lequel des deux c'est. Et là, finalement, un des grands pontes d'Angular, enfin des initiateurs d'Angular, qui était Igor, a dit, là, finalement, c'est pas du MVC, c'est pas du MVVM, c'est du MVW pour whatever works for you. Et finalement, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'on va migrer sur Angular 2? Est-ce qu'on reste sur du Angular 1.3? L'important, c'est votre équipe, elle sait faire quoi. Est-ce que vous êtes prêt à investir? Est-ce que vous voulez garder? Ça va continuer d'évoluer. C'est du code libre. Il n'y a rien de fermé. Ils vont pas. Si à un moment Google dit bon, nous on arrête Angular, le code existe. Il y a les communautés qui existent à côté, qui le font aussi évoluer. C'est pas l'application qui va s'arrêter de marcher en tant que telle. Donc c'est vraiment se dire, finalement, je réfléchis à ma stratégie d'entreprise et qu'est-ce qui peut marcher pour nous. À quel moment on a l'habitude de faire de la veille, à quel moment, voilà. Pareil, c'est un truc tout bête. Je suis plus dans l'univers .NET à l'origine. On a l'ASP.NET 5 qui va bientôt sortir. Si on me demandait d'aller voir sur une application qui est en ASP.NET 1, je suis complètement perdu. Et pourtant, il n'y a pas eu ces notions de Big Bang sur la partie .NET. Mais par contre, en tant que développeur, on me met sur du 1, je suis complètement perdu. Et finalement, quand on réfléchit, dans le web, c'est ça en général. Au bout de 2 ans, ça évolue tellement vite, les gens continuent d'être perdus. Là, c'était annoncé d'avance, les gens ont pris peur, alors que finalement, c'est quelque chose de normal. Les développeurs évoluent, les technologies évoluent, les programmes qui marchent continuent de marcher. Après, c'est juste savoir, est-ce que pour les évoluer, on est obligé de rester sur l'ancienne version pour coder, ou est-ce qu'on peut justement, comme là on voyait, mettre une nouvelle brique dans la nouvelle version et que ça marche, et que du coup, comme les nouveaux développeurs du marché connaissent certaines versions, ça tombe bien, on n'a pas besoin de garder de chercher des personnes qui connaissent l'ancien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?